Bienvenue à cette nouvelle session d'information sur les antennes de Molière Canal. Bien avant toute chose, voici le sommaire. Les élus nationaux de l'espace Katonga sont revenus sur les incidents survenus la journée du samedi 26 septembre 2020 dernier à Lubumbashi, relatif à l'incursion de la milice Mai Mai Bakata Katonga. Ils suggèrent la convocation d'une table ronde par le gouvernement dans l'optique de s'imprégner des revendications de ces milices. Et puis la révision à la baisse du budget de la RDC à 5,7 milliards de dollars américains, tel que annoncé par le vice-premier ministre national du budget le week-end dernier, suscite de vives réactions au sein des observateurs du pays qui estiment que c'est un budget réaliste conçu sur base de l'expérience du terrain. C'est tout pour les sommaires, le détail c'est tout de suite. Pour commencer, le vice-premier ministre national en charge du budget de la RDC a présenté aux membres du gouvernement le week-end dernier les projets de loi des finances rectificatifs de l'exercice 2020 lors du 50e conseil de ministres tenu à Kinshasa. Les désormais montants actuels du budget de l'État et des 5,7 milliards de dollars américains. Approché à ce sujet, un expert des questions économiques parle d'un budget réaliste conçu sur base de l'expérience sur terrain. Plus de détails avec Gérard Sangwa. Lors du 51e réunion du Conseil des ministres présidé par le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, plusieurs points étaient abordés, entre autres celui de la rentrée scolaire 2020-2021 fixée pour le 12 octobre prochain, mais aussi celui ayant trait à la révision à la baisse du budget exercice 2020. Pour sa part, le ministre national en charge du budget en République démocratique du Congo a présenté aux membres du gouvernement les projets de loi des finances rectificatifs de l'exercice 2020 qui est désormais de 5,7 milliards de dollars américains en lieu et place de 11 milliards d'autrefois. Pour cet économiste approché, il s'agit d'un budget réaliste sans aucune complaisance. Alors moi, je suis de l'avis que les méthodes économiques sont têtues. En économie, il n'y a pas de morale. Ce sont des genres de réponses, parfois nous devons nous habituer que le budget, ici nous ne savons pas atteindre un budget de 11 milliards. Vu tous les paramètres, nous devons avoir seulement le budget de 5 milliards. Mais que voulez-vous? On a eu à faire des analyses pour qu'il y ait régression. Sinon, si on allait donner d'autres images à la population, parce que nous devons nous habituer aussi à des résultats qui ne sont pas satisfaisants pour qu'on fournisse beaucoup d'efforts. Pour moi, quand c'est réaliste, c'est réaliste. Quand tous les paramètres économiques montrent que nous n'allons pas arriver à un budget de 11 milliards, c'est normal. Et il y a même des paramètres. Pour moi, c'est réaliste. C'est pour ça que nous venons d'avoir la Covid-19. Il y a eu un ralentissement de l'économie sur le plan mondial. Ici, chez nous, notamment, on a eu à suspendre d'autres taxes, notamment la TVA, produits de première nécessité, et la TVA... la TVA des importations, tout ce qui cadre l'importation, on avait suspendu. On avait suspendu l'impôt sur les revenus locatifs. C'est mieux, c'est ce qui apporte beaucoup d'argent dans notre trésor. Parler de budget de 11 milliards, c'était utopique. Pour rappel, les motifs avancés pour rectifier le budget seraient causés par la Covid-19. Tout à fait autre chose à présent face aux incidents survenus le samedi 26 septembre 2020 dernier à Lubumbashi relatifs à l'incursion de la milice de Mai Mai Bakata Katanga. Certains élus nationaux de l'espace Katanga suggèrent la convocation d'une table ronde par le gouvernement en vue de s'imprégner des revendications de ces miliciens. Suivez-les dans ce propos recueilli pour vous par Gérard Sangwa. Je me pose beaucoup de questions que je ne trouve pas la réponse. Parce que dans tout mouvement, quand il y a une révolte quelque part, il y a toujours des sommations. Qu'un bon citoyen se retire. Je me pose la question, qui a fait la sommation? Ça c'est le premier problème. Qui a fait la sommation de ces gens et en disant qu'un bon citoyen se retire? Qui a fait cette sommation? S'il n'y avait pas de sommation, comment expliquer que le Katanga, quand il y a tel mouvement, vous passez déjà autour des balles réelles et il y a des morts.
quand nous trouvons déjà 16 morts. Au mois de mars, il y avait 20 combien de morts encore. Au mois de mars, j'étais encore adjoint à Rapachi, il y avait encore plus de 20 combien de morts, une trentaine ou quarantaine comme ça de morts. Et comment le Katanga peut commencer à subir, à entrer à tout moment. C'est pour cela. S'il n'y avait pas de sommation, il fallait que les RDK, qui est le rassemblement de députés katangais, puissent aller voir le président de la République et lui demander l'autorisation officielle de faire table ronde du tout Katanga, de tout le Katanga, qu'on peut limiter, si ça dépend de moi, 300 ou 400 personnes. Nous avons au moins 4 provinces, qu'on puisse parler, puisque ces enfants qu'on a tués viennent de plusieurs communautés katangais, et chercher qui est leur meneur. Et nous puissions parler avec lui, lui demander qu'est-ce qu'il cherche avec ces mouvements, avec le mort de nos frères à tout moment, et il va nous donner son point de vue, et que cette compte rendu, c'est représenté comme président de la République. Voici le souci du Katanga. On à présent dans la ville de Kolwezi, venu au Lualaba dans le cadre professionnel. Une grande délégation de la Société nationale de chemin de fer SNTC en sigle a été reçue en audience par le gouverneur des provinces, Richard Mouyej-Manguez-Mans, dans son cabinet de travail. Cette délégation était chapeautée par le PCA Antoine Gabriel Kyungu Wakumwanza. Plus de détails dans cet élément de reportage. Ce lundi 28 septembre, la délégation de la SNCC conduite par Gabriel Antoine Kyungu Wakumwanza était la première sur la liste des audiences avec le gouverneur Richard Mouyej. Le PCA Gabriel et ses collaborateurs sont en pleine inspection pour faire un état de lieu de la société. Après les civilités, l'ensemble de l'équipe dirigeante a eu des échanges avec le patron de l'exécutif provincial dans la salle de réunion. Nous sommes en tournée d'inspection, mais plus précisément, nous avons décidé de venir tenir notre conseil d'administration à Kolwezi et au Lualaba. Et c'est ce que nous sommes venus faire, mais de prime abord, il fallait, quand on arrive dans un village, on cherche où se trouve le chef du village pour signaler sa présence. C'est ainsi que, vous voyez, nous avons été reçus fraternellement par le gouverneur du Lualaba, et enthousiaste, comme d'habitude, c'est un homme qui est toujours cool. Il nous a bien reçus et il nous a prodigué aussi des conseils pour que nous puissions pousser la machine et que vraiment les trains se retrouvent sur les rails convenablement dans le bien du développement de notre coin et de toute la République en général. Quelques minutes seulement après, bienvenue Liotan Joly, président du conseil d'administration de la Régie des voies aériennes, a rencontré à son tour le gouverneur. Tout naturellement, le dossier réaménagement de l'aéroport de Kolwezi était sur la table. Nous sommes venus rendre visite au gouverneur de la ville. D'abord pour lui présenter nos civilités parce que nous venons d'arriver de Lubumbashi. Et aussi faire un état des lieux avec lui sur les projets de construction de la nouvelle aérogare et de l'allongement de la piste de l'aéroport de Kolwezi. Comme vous devez le savoir, c'est en partenariat avec la RVA, donc la province de Lualaba construit ça en partenariat avec la RVA. Nous devions discuter autour de ça pour voir à quel niveau se trouvent les travaux aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faudra faire pour les accélérer. Parce que nous voulons que cet aéroport soit opérationnel l'année prochaine, vers mi-juillet. C'est d'abord une initiative de la province du Lualaba, c'est ce que nous devons dire. Et le gouverneur, comme un grand visionnaire, a été très content de recevoir la délégation venue de Kinshasa. Au Conseil économique et social à l'échelle nationale, le Lualaba est représenté par le professeur Ipanga Chibouila. Lui aussi a eu un tête-à-tête avec le gouverneur. Restons toujours au Lualaba, le respect de la loi sur la sous-traitance, tel est le grand point qui était à l'ordre du jour dans une réunion présidée par le gouverneur de la province du Lualaba avec les opérateurs miniers de sa juridiction. L'événement a eu lieu dans la salle de conférence du gouvernement provincial vendredi 25 septembre 2020.
C'est pour tabler sur 3 grands points que ces miniers ont été invités à cette rencontre avec le gouverneur. Le premier, c'est le respect des règles qui régissent la sous-traitance. Devenu une loi en RDC, le directeur de cabinet du gouverneur, le professeur Yav Kachung, l'a davantage élucidé lors de la réunion. Richard Mouyège a fait comprendre aux partenaires miniers à quel point le pays comptait sur le respect strict de cette loi pour former sa classe moyenne. L'autre point à l'ordre du jour, cadré avec la transparence dans la politique d'embauche. Le sujet est parfois au centre de plusieurs controverses dans la population congolaise qui voit des entreprises se créer sans que le taux de chômage ne baisse. Lui-même ancien patron d'entreprise publique, Richard Mouyège a appelé les miniers à plus d'équilibre pour éviter les frustrations dans la population. La loi congolaise en matière des mines exige aussi que le siège social des entreprises minières soit implanté dans les entités où l'exploitation est faite. Porteur des germes de bâtisseurs, le gouverneur veut que chacune de ces sociétés érige des sièges sociaux au Lualaba, comme l'ont fait certains banquiers. Tenons au respect de la loi sur la sous-traitance. Il est important que la prospérité soit partagée et c'est une loi qui tombe à propos. Et nous avons comme l'impression qu'il y a quelques formes de résistance et nous devons continuer à marteler là-dessus pour que les entreprises comprennent. Nous n'avons pas d'autre choix. Nous avons insisté aussi sur la stratégie d'embauche. Là, nous avons souligné la nécessité de le faire dans la transparence. Il faut qu'on sache comment l'emploi est donné, comment l'emploi est partagé à travers ces entreprises. Et nos enfants ont besoin de l'emploi. Les enfants finalisent dans nos écoles techniques, doivent trouver leur place pour les stages dans les entités. Ils ne peuvent pas aller chercher ça ailleurs. Et nous sommes revenus sur l'obligation d'avoir les sièges sociaux là où se trouvent les sites d'exploitation. C'est important et nous attendons de beaux ouvrages. C'est une contribution à l'urbanisation et à la modernisation de la ville et nous espérons qu'on s'est compris. À cette réunion, le conseiller principal de Madame le ministre national de l'Emploi et Prévoyance sociale a pris part, mais aussi quelques syndicalistes. Poursuivant cette édition du journal, par rapport aux événements malheureux qui se sont produits les week-ends derniers à Kasumbalesa, l'une des agglomérations de la province du Haut-Katanga, le maire de la ville, André Kapampa, rapporte ici les faits. C'est à ce titre qu'hier, nous avons dans la compétition, la finale, j'allais dire, alors que tout a commencé, et que tout s'est déroulé normalement sur l'RDG parce que la finale s'est jouée jusqu'au-delà de 90 minutes et du fait de la nuit qui rendait invisible l'activité, le football et autres, nous avons déploré qu'un incident ait surgi. Je voudrais ici fixer l'opinion. D'abord par rapport au contour, par rapport à la distance et par rapport aussi à des victimes. Par rapport au contour, c'est à Sodimiko, à Mosochi, un terrain qui ne remplit pas les conditions utiles parce que les gens ont répondu en nombre. Et c'est à plus de 70 mètres de l'aire des jeux où les jeunes ont grimpé sur une structure qu'on appelle communément, pour les amis qui connaissent la ville et la Sodimiko, on l'appelle temple, on l'appelle également, je ne sais pas, le mot m'échappe. C'est là qu'ils sont montés et ils ont glissé parce que il y a derrière ces jeunes gens des personnes qui étaient déjà ivres. Ils ont glissé, ils sont tombés, nous les avons acheminés à l'hôpital. C'est là qu'on a vu avoir 6 malades et notre compatriote qui est décédé des suites de ses blessures alors qu'il a été pris en charge à l'hôpital Mouona. Et donc je m'incline devant sa mémoire et présente mes sincères condoléances à sa famille biologique et toute la famille sportive de Kasumbalesa. La mairie organisatrice des événements, c'est-à-dire du tournoi, a pris en charge le soin et
espère continuer à appuyer la famille dans l'organisation de funérailles. Randonnons à présent au Congo central. Après plusieurs mois d'impraticabilité, l'axe routier reliant le rond-point Zanza au camp Banana à Matadi dans le Congo central est désormais opérationnel au regard de l'envergure des travaux de réhabilitation y effectués avec le concours de la mairie de cette ville portuaire. Benjamin Mwamba nous fait le point. Voici ce qu'a été hier la route de la nouvelle avenue au quartier Nzanza dans la commune portant le même nom. Impossible aux conducteurs de voitures et motos faisant les transports en commun dans ces tronçons qui étaient la seconde bande des retours allant du camp Banana au rond-point Nzanza de bien circuler. C'était également difficile même pour les piétons d'y passer. A fortiori pour les habitants de cette périphérie qui depuis près de 30 années écoulées avaient assez d'aspirer et respirer cet air combien nauséabonde. Les maires de ville se sont succédés, les députés avec leurs discours pour se faire élire. Durant les 3 élections qu'a connu le pays, rien et personne était capable de venir en aide et réhabiliter la route de cette avenue réputée de la ville de Matadi. Grâce aux efforts sans faille de la mairie de Matadi, sous l'impulsion de Maître Patinzouzi Ouamakengedi, maire de la ville, qui s'est mixé à la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Le peuple d'abord, sans financement d'aucune main et a mis fin à cette dégradation très avancée de la route de cette avenue, communément appelée Nouvelle Avenue, ce qui justifie la joie aux lèvres de cette population. En tout cas, et enfin, les usagers de ces tronçons routiers peuvent circuler sans et aucune inquiétude. Et dans les restes de l'actualité, le gouvernement provincial du Haut-Katanga a pris l'initiative de prendre tous les enfants en rupture des liens familiaux pour les héberger à un centre spécialisé. C'est là dans le but de lutter contre l'insécurité et assurer leur encadrement. Mais un constat laisse voir que 6 enfants regagnent les centres-villes de Lubumbashi. À ce sujet, un serviteur dédié fait une analyse y afférente dans ce propos recueilli pour vous par Gérard Sangwa. Quel est l'objectif que le gouvernement a poursuivi en mettant ses enfants dans ce cadre-là d'hébergement? Si c'est avec l'idée de les récupérer, le gouvernement doit mettre en place des mécanismes de récupération, c'est-à-dire il y a tout un système, il y a des indicateurs, je m'excuse, des gens qui sont calés dans ce domaine-là pour récupérer les gens qui ont des esprits dépravés. Okay? Mais si vous les prenez, vous les concentrez là-bas comme s'ils étaient en prison. Même si vous leur donnez à manger, tout homme a besoin de la liberté. Okay? Parce que même avant de les amener là-bas, ils avaient la possibilité de manger, même s'ils ne mangeaient pas normalement, peut-être dormir, ils dormaient mal. Mais en route, ils avaient la possibilité d'avoir un 2000 francs, un 5000 francs. Maintenant, si vous les mettez là-bas sans les mécanismes de leur récupération, en ce moment-là, ils vont se sentir en prison. Ils ont tendance à faire quoi? À s'échapper. Ça, c'est un premier cas. Un deuxième cas, vous savez, l'esprit démoniaque opère. Il y a déjà, lorsqu'il est habité par cet esprit, je vais vous donner un petit exemple. Il y a des gens qui pensent que le mariage arrête l'esprit d'impudicité. C'est faux. Il y a des gens qui se sont mariés, ils sont devenus plus impudiques tout en étant mariés. Donc lorsque quelqu'un a un esprit mauvais, un esprit maléfique, à un certain moment, cet esprit les pousse d'aller vivre dans les endroits sales. Il fuit la maison sans raison, il arrête l'école, il commence à faire l'école buissonnière sans raison. Il y a des gens qui ont commencé à fumer sans raison. Maintenant, avec les enfants de la rue, ça devient encore très compliqué. Nous rencontrons même des petites filles qui dorment dehors. Il y en a qui sont déjà engrossées à l'âge de 12, 13, 14 ans. Si c'est l'effet de l'esprit, à ce moment-là, le gouvernement est obligé à faire recours à l'église pour que l'église puisse aussi intervenir dans les cadres là où on héberge ces enfants-là pour des séances de prière. Le stade d'Ur de Kolwezi, dans la province du Lualaba, a été inauguré par le gouverneur Richard Mouyej la journée du samedi 26 septembre 2020 dernier. Ce stade omnisport est érigé dans le respect des normes de la FIFA
en vue d'accueillir les compétitions locales, nationales et internationales. Suivez. Voici le stade Dominique Diour jusqu'en 2016. Son initiateur a vécu jusqu'en 1980 et porte le nom du stade. Ce fut un énorme projet à cette époque entrepris par le premier gouverneur du Lualaba. Malheureusement, Dominique Diour ne l'achèvera pas complètement suite à une réforme administrative intervenue quelque temps seulement après. Le stade a reçu des matchs au cours des années sans jamais qu'on ne songe à sa réfection. Ces images d'un stade hors d'usage sont donc le résultat de plusieurs années d'un cadre sportif auquel on a pratiquement tourné le dos. Il a donc fallu attendre pendant des décennies un autre digne fils du Lualaba à la tête de la province pour parachever l'œuvre. Pour Richard Mouyej, moderniser ce stade jusqu'à le faire homologuer par la FIFA n'est que rendre justice à Dominique Diour. Aujourd'hui, on parle d'un stade omnisport. Les sportifs du Lualaba n'ont plus rien à envier. Le complexe peut abriter des matchs le jour ou la nuit grâce à ses projecteurs de la récente technologie. La partie ouest de ce stade a dû être stabilisée et son mur soutenu, ce qui a permis l'érection des gradins pour les supporters. Juste en face du côté est, une tribune de 600 places a vu le jour. L'aire de jeu est garnie d'une pelouse synthétique posée sur un sable non arable. Du côté nord, un terrain de basket-ball, de volley-ball, de handball ont été construits, alors que tout autour de l'aire de jeu du sport roi, le tartan, un type de caoutchouc synthétique, a pris place pour le grand plaisir des athlètes avec 8 bandes. Dans quelques jours, d'autres matériels pour certaines disciplines telles que le lancement des poids lourds et des javelots arriveront à Kolwezi. Pour cette inauguration, Richard Mouyej a fait venir la famille de Dominique Diour et ensemble, ils ont découvert ce buste à son effigie, placé juste à l'entrée du stade, une œuvre de feu Liolo. Ce samedi 26 septembre, un bâtisseur a simplement rendu hommage à un autre, Dominique Diour. Soucieux de respecter le devoir de souvenir, le stade que nous inaugurons aujourd'hui est baptisé du nom de son initiateur déjà décédé. J'ai cité Diour Dominique, premier gouverneur de la province du Lualaba. La province que nous dirigeons aujourd'hui lui restera toujours redevable. L'inauguration de ce stade n'est qu'une préfiguration du vaste programme que nous avons pour ce quinquennat en vue de soutenir le sport. Et nous avons l'ambition de faire mieux, grâce à Dieu. Et c'est sur cette note que je déclare ouvert le complexe sportif Diour Dominique. Je vous remercie et vous prie de vous lever pour applaudir Diour Dominique. À ce jour inaugural du stade Omnisport Dominique Diour, le gouverneur a assisté à 2 matchs de gala et aux prestations des athlètes. Dans le domaine des sports, un autre projet d'érection d'un stade moderne au Lualaba est en cours. Terminons cette édition du journal par cette information. L'ancien avant-centre type du TP Mazembe, Jackson Moleka, a ouvert son compteur début avec son nouveau club belge des Standards de Liège. C'était lors du match de la 7e journée du championnat belge disputé le dimanche 27 septembre 2020 dernier. Plus de détails avec Junior Kaniki. Aussitôt transféré au Standard de Liège, l'ancien attaquant du TP Mazembe Anglebert de Lubumbashi, Jackson Moleka, a inscrit son tout premier but sous les maillots des Rouges. C'était ce dimanche 28 septembre à match de la 7e journée du championnat belge, joué au stade Maurice de Liège face à Zult Waregem. Entré à la 70e minute à la place de Oulera, alors que son équipe était menée au score 1-2, l'international congolais n'avait que besoin de 10 minutes pour trouver les chemins des buts. Moleka est très bien servi sur un joli centre, allant de la droite vers la gauche. Ce dernier a très bien ajusté sa tête pour introduire le cuir au fond de filet. Et le gardien pouvait que constater le dégât. Maintenant le centre est bon, Moleka, de partout. Jackson, Wild pour un thriller peut-être en fin de match. Étant à sa 12e prestation avec le club belge, la pépite de 20 ans
parle des nouveaux challenges. On dit qu'on devrait au moins avoir une victoire, mais on a fait ce qui est arrivé. Dieu. Oui, c'est un nouveau challenge. Je vais travailler, je vais beaucoup donner et apporter en plus à ces maillots que je porte pour le moment. Transféré pour 4 saisons au Standard de Liège, les performances de l'enfant terrible de Kamalondo semblent mettre d'accord tous ses coéquipiers. Mais c'est un jeune qui est calme, qui est posé, malgré ces statuts-là qu'il a au cours. J'espère qu'il va faire beaucoup de choses ici pour l'équipe aussi. Mettre de pression, aujourd'hui son goal va le mettre en confiance et que ça va être bénéfice pour tout le monde, pour nous et pour l'équipe. L'attente de leur match face à Molvidi le jeudi 1er octobre prochain, Muleka et ses coéquipiers se classent à la 4e position avec 14 points. Et voilà, mesdames et messieurs, ainsi s'achève cette édition du journal sur les antennes de Molière Canal. Merci de nous avoir suivis des partout.